C'est un domaine qui génère des avancées technologiques de plus en plus sophistiquées. Mais les dangers sont omniprésents et menacent directement la vie des futurs voyageurs de l'espace. Voler dans l'espace extérieur, c'est comme traverser un stand de tir. Dans cette quête, les limites des capacités et de l'ingéniosité humaine sont testées en permanence. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On meurt. Bienvenue dans l'ère du voyage dans l'espace. Le progrès, suivant des voies que l'on n'aurait jamais imaginées, continue à œuvrer pour que l'homme puisse aller plus loin dans le ciel. Pendant des années, les beautés de l'univers nous ont entraînés vers les espaces lointains. Aujourd'hui, leurs mystères semblent à notre portée et nous pouvons accomplir notre destin. Je ne sais pas si c'est écrit dans nos gènes, mais dès que nous voyons au loin quelque chose, notre curiosité est piquée. Et nous avons tout de suite envie d'aller jeter un œil. Aujourd'hui, les télescopes nous permettent de voir de plus en plus loin. Alors pourquoi ne pas tenter le voyage vers ces objets qui semblent aujourd'hui à portée d'une prochaine mission spatiale? T-minus 10, 9, main engine start, 5, 4, and liftoff of Space Shuttle Atlantis to assemble the... En quittant la planète qui l'héberge depuis toujours, l'homme a accompli un de ses plus grands exploits. Mais personne, depuis 1972, ne s'est aventuré au-delà de l'orbite terrestre. Notre programme spatial a été gelé pendant 30 ans. Nous ne faisons que tourner autour de la Terre. C'est comme si Christophe Colomb, après avoir exploré une première fois le Nouveau Monde, s'était contenté de naviguer le long de la côte espagnole durant le reste de sa vie. Quel est le problème? Un tout petit mot de 4 lettres, le coût. Pour mettre 500 grammes de n'importe quoi en orbite, il faut compter près de $10 000. Imaginez que l'astronaute John Glenn soit entièrement en or. Voilà ce que cela coûte de le placer, ou de vous placer, en orbite autour de la planète. Il vous faudrait compter près de $20 millions pour partir en week-end dans une station spatiale. Près de $500 millions pour aller sur la Lune. Et pour aller sur Mars, cela vous reviendrait sans doute à $10 milliards. Pour réduire les coûts d'un voyage dans l'espace, il faudrait trouver un moyen efficace de surmonter l'attraction terrestre. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacques et le haricot magique? Jacques est un petit garçon qui grimpe jusqu'au ciel grâce à un haricot magique. Eh bien, imaginez un ascenseur. Vous appuyez sur un bouton et hop, il vous emmène dans le ciel comme Jacques avec son haricot. Au lieu d'être construit à partir du sol, l'ascenseur spatial partirait d'en haut. Un satellite, en orbite géosynchrone, lancerait un câble de 90 000 km de long vers la Terre, où il serait ancré à la surface. Aujourd'hui, nous sommes tout près de pouvoir fabriquer des fibres, capables de résister à la tension d'un voyage à toute vitesse vers l'espace extérieur, en même temps que l'ascenseur tournerait en orbite autour de la Terre. Dans cette hypothèse, il ne tomberait pas, puisqu'il tournerait à la même vitesse que la planète. La cabine de l'ascenseur se déplacerait simplement le long du câble et placerait les voyageurs et leur matériel en orbite. Là, ils pourraient rejoindre un vaisseau spatial. Ce système remplacerait le lancement d'une fusée. Cela pourrait diviser par 1000 le coût d'un voyage dans l'espace. Vous vous rendez compte? Vous comprenez qu'un voyage spatial ne coûterait peut-être pas plus cher qu'un billet d'avion. Mais lorsqu'il quitte l'étreinte rassurante de la Terre, des dangers inconnus attendent le voyageur de l'espace. Un vol dans l'espace n'a rien à voir avec un petit périple en bus à travers le pays. C'est comme traverser un stand de tir. Un voyageur paranoïaque pourrait penser que l'univers entier lui tire dessus avec une arme à feu. On trouve dans l'espace des particules, parfois de la taille de poussière ou de cailloux, qui filent à 15 000 km/h, ou même plus vite.
En ce moment même, plus d'1,5 million de projectiles de plus de 3 cm de diamètre filent comme des flèches autour de la planète. Il peut y avoir des morceaux de verre brisés issus de cellules photovoltaïques, des éclats de peinture d'un vaisseau spatial ou des débris de fusées de lancement. Mais plus loin, on rencontre des dangers encore plus grands. Des météores de la taille d'un caillou, les micrométéorites. Un de ces petits grains de poussière peut briser le verre, pénétrer le métal et pulvériser le plastique. Et cela arrive sans arrêt dans l'espace. Mais une menace encore plus grande, d'une toute autre nature, attend le voyageur. Les radiations. On a pu voir les effets dévastateurs de cette énergie invisible après le lâcher de bombes atomiques sur le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi qu'après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le Soleil, qui nous donne la vie, déverse des flots de radiation mortelle. Rendez-vous compte à quel point nous sommes protégés dans ce havre qu'est la Terre. Nous sommes protégés par l'atmosphère, car le champ magnétique terrestre absorbe la majeure partie du rayonnement du Soleil. C'est ainsi que naît l'aurore boréale. Dans l'espace, ce phénomène vous arrive droit dessus. Il n'y a pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique pour vous protéger. Vous êtes seul face à la rigueur de l'espace. La Terre est à environ 135 millions de kilomètres du Soleil. Sur cette distance, plusieurs centaines de millions de particules traversent chaque centimètre carré de l'espace autour de la planète, à chaque seconde. Des particules à haute énergie arrivent sans cesse du Soleil. Mais de temps en temps, il y a une dose supplémentaire de ces particules brûlées par le Soleil. Nous avons alors une radiation à très haute énergie, et c'est terrible. Ce niveau de radiation n'est jamais bon pour l'ADN de qui que ce soit. C'est dans les régions des taches solaires que sont brûlées ces quantités extraordinaires d'énergie. On a alors comme une batterie de canons qui bombarderait le cosmos. On n'a aucun moyen de prévoir ces radiations avant leur arrivée. Malheureusement, le danger des radiations ne diminue pas lorsqu'on s'éloigne du Soleil. C'est pour cette raison que nous sommes sous la menace d'une autre forme d'énergie. Connus sous le nom de rayons cosmiques galactiques, ils sont issus de mondes extraterrestres lointains, d'étoiles en explosion et de trous noirs. Les rayons cosmiques galactiques se composent de particules qui se déplacent à une vitesse très proche de celle de la lumière. Une simple particule de fer qui viendrait frapper votre corps peut avoir le même effet qu'une balle de baseball lancée à 150 km/h. Ça peut être dévastateur. Bien que les particules de fer soient rares, lorsqu'un astronaute quitte la protection du vaisseau spatial, par exemple quand il fait quelques pas dans l'espace, des milliers de rayons cosmiques galactiques pénètrent son corps à chaque seconde. Sur 24 heures, les rayons et particules solaires qui attaquent le voyageur de l'espace correspondent à ce qu'il recevrait en 6 mois à la surface de la Terre. En règle générale, le corps humain ne ressent pas immédiatement les radiations qui le frappent. Mais lorsqu'elles sont en quantité importante, il peut les percevoir même les yeux fermés. En effet, les particules émettent des éclairs quand elles frappent la rétine d'un voyageur de l'espace. Ce ne sont pas des éclairs aveuglants. On se demande, est-ce que j'ai vraiment vu quelque chose? Et puis on se dit, oui, en effet, il y a eu un petit événement, bref. Mais le corps humain est affecté par cet étrange mode de vie où il est ultra léger. Je pense que la chose la plus dangereuse dans l'espace est l'absence de gravité. L'absence de poids provoque un changement dans quasiment tous les systèmes de notre corps. Et cela ne s'arrête que lorsqu'on retourne vers un monde où la gravité nous attire de nouveau vers le bas. Une des premières conséquences de l'absence de gravité dans l'espace, c'est la perturbation du sens de l'orientation. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est en bas? Très bonne question. Mais c'est vous qui en décidez. Si vous voulez que le haut soit là, très bien. Mais si vous voulez qu'il soit par là, c'est parfait.
La plupart des voyageurs souffriront du mal des transports pendant les premières heures du périple, ou plus vraisemblablement pendant les premiers jours. Il faut se résigner à affronter cela. Tout le monde se sentira sans doute un peu perturbé en termes d'orientation. Sur Terre, les plongeurs éprouvent sous l'eau des sensations assez proches de celles que l'on a lors de séjours prolongés hors de l'attraction terrestre. C'est pour cette raison que les aspirants astronautes de la NASA s'entraînent à vivre et à travailler dans un environnement sans gravité, en restant plus de 6 heures dans un grand bassin d'eau. Avec un tel équipement, vous ressentez quand même la force de gravité. Mais en même temps, tout votre corps est uniformément allégé par l'eau qui vous soutient. Et s'il n'y avait pas la vision des bulles qui remontent à la surface, la nage sous l'eau procure assez bien ce sentiment de désorientation. Mais en apesanteur, au fur et à mesure que le temps passe, le corps humain, n'ayant plus besoin de résister à la force de gravité, commence à perdre sa masse musculaire et osseuse. Quand vous êtes dans l'espace, votre corps pense qu'il est peut-être allongé sur un lit. Et si vous n'y prenez pas garde, il commence à s'atrophier. Pour y remédier, un astronaute a besoin de faire tous les jours de l'exercice. Les jambes sont particulièrement vulnérables, parce qu'on les utilise très peu. Dans ce monde-là, les bras et les mains font la majeure partie du travail quand il s'agit de déplacer son corps. Le plus difficile, c'est de s'habituer à vivre dans l'espace. Alors qu'on ne peut marcher pour traverser une pièce. On ne peut se déplacer qu'en flottant. L'absence de gravité ralentit aussi la digestion, ce qui peut causer des problèmes au moment des repas. Le système digestif s'arrête. On ne peut pas manger ni boire avant d'être sûr de pouvoir de nouveau digérer. Et cela peut prendre des heures dans la journée. Pire encore, la gravité zéro et les radiations peuvent se combiner de façon particulièrement dangereuse. Dans l'espace, le système immunitaire n'est pas aussi efficace qu'à l'ordinaire. Beaucoup de bactéries et de virus que nous tenons d'habitude à distance deviennent plus virulents. De plus, les bactéries peuvent se développer 50 fois plus vite. Et un virus apporté à bord pourrait muter et se transformer, grâce aux radiations omniprésentes, en un prédateur tel qu'on n'en a jamais vu. Toutes ces difficultés s'abattraient sur les voyageurs de l'espace dans les premières heures ou les premiers jours. Et que dire de voyages encore plus longs? Ils n'en seront que plus pénibles. L'univers est un endroit inoubliable. Mais il est réservé aux aventuriers les plus hardis, ceux qui auront le courage de s'enfoncer dans un environnement empli de dangers mortels. Et qui n'auront pas peur de se promener loin de la sécurité et de la familiarité de leur univers. Nous trouvons tout naturel que nos vêtements soient souples et que des machines assurent la température de la pièce. Parce que de façon implicite ou explicite, ils sont conçus pour ça. Si vous vous approchez du soleil, vous allez devoir affronter des températures de centaines de degrés. Et si vous vous en éloignez, elles seront très en dessous de zéro. Sur Terre, il y a tellement de choses que nous estimons naturelles. Nous sommes ici à l'extérieur et nous avons la lumière du soleil, de l'air frais autour de nous. Là-haut, on est dans un écosystème fermé où il faut répondre à tous les besoins que la Terre assure automatiquement. En même temps, vous préservez l'intégrité de votre espace. Vous ne subissez pas de rapides décompressions ou de soudaines suffocations. La même réalité s'impose à un sous-marin lorsqu'il s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Il procure à ses habitants une protection vis-à-vis du monde qui l'entoure. Si un vaisseau spatial subit une avarie, l'air manque et on meurt. Si le sous-marin subit une avarie, l'eau rentre et on meurt. L'isolement, qu'il soit physique ou mental, est assez semblable dans les deux cas. C'est un domaine qui génère des avancées technologiques de plus en plus sophistiquées.
Mais les dangers sont omniprésents et menacent directement la vie des futurs voyageurs de l'espace. Voler dans l'espace extérieur, c'est comme traverser un stand de tir. Dans cette quête, les limites des capacités et de l'ingéniosité humaine sont testées en permanence. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On meurt. Bienvenue dans l'ère du voyage dans l'espace. Le progrès, suivant des voies que l'on n'aurait jamais imaginées, continue à œuvrer pour que l'homme puisse aller plus loin dans le ciel. Pendant des années, les beautés de l'univers nous ont entraînés vers les espaces lointains. Aujourd'hui, leurs mystères semblent à notre portée et nous pouvons accomplir notre destin. Je ne sais pas si c'est écrit dans nos gènes, mais dès que nous voyons au loin quelque chose, notre curiosité est piquée. Et nous avons tout de suite envie d'aller jeter un œil. Aujourd'hui, les télescopes nous permettent de voir de plus en plus loin. Alors pourquoi ne pas tenter le voyage vers ces objets qui semblent aujourd'hui à portée d'une prochaine mission spatiale? T-minus 10, 9, main engine start, 5, 4, and liftoff of Space Shuttle Atlantis to assemble the... En quittant la planète qui l'héberge depuis toujours, l'homme a accompli un de ses plus grands exploits. Mais personne, depuis 1972, ne s'est aventuré au-delà de l'orbite terrestre. Notre programme spatial a été gelé pendant 30 ans. Nous ne faisons que tourner autour de la Terre. C'est comme si Christophe Colomb, après avoir exploré une première fois le Nouveau Monde, s'était contenté de naviguer le long de la côte espagnole durant le reste de sa vie. Quel est le problème? Un tout petit mot de 4 lettres, le coût. Pour mettre 500 grammes de n'importe quoi en orbite, il faut compter près de 10 000 $. Imaginez que l'astronaute John Glenn soit entièrement en or. Voilà ce que cela coûte de le placer, ou de vous placer, en orbite autour de la planète. Il vous faudrait compter près de 20 millions de dollars pour partir en week-end dans une station spatiale. Près de 500 millions de dollars pour aller sur la Lune. Et pour aller sur Mars, cela vous reviendrait sans doute à 10 milliards de dollars. Pour réduire les coûts d'un voyage dans l'espace, il faudrait trouver un moyen efficace de surmonter l'attraction terrestre. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacques et le haricot magique? Jacques est un petit garçon qui grimpe jusqu'au ciel grâce à un haricot magique. Eh bien, imaginez un ascenseur. Vous appuyez sur un bouton et hop, il vous emmène dans le ciel comme Jacques avec son haricot. Au lieu d'être construit à partir du sol, l'ascenseur spatial partirait d'en haut. Un satellite, en orbite géosynchrone, lancerait un câble de 90 000 km de long vers la Terre, où il serait ancré à la surface. Aujourd'hui, nous sommes tout près de pouvoir fabriquer des fibres, capables de résister à la tension d'un voyage à toute vitesse vers l'espace extérieur, en même temps que l'ascenseur tournerait en orbite autour de la Terre. Dans cette hypothèse, il ne tomberait pas, puisqu'il tournerait à la même vitesse que la planète. La cabine de l'ascenseur se déplacerait simplement le long du câble et placerait les voyageurs et leur matériel en orbite. Là, ils pourraient rejoindre un vaisseau spatial. Ce système remplacerait le lancement d'une fusée. Cela pourrait diviser par 1000 le coût d'un voyage dans l'espace. Vous vous rendez compte? Vous comprenez qu'un voyage spatial ne coûterait peut-être pas plus cher qu'un billet d'avion. Mais lorsqu'ils quittent l'étreinte rassurante